Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve ici dans cet immeuble Hiro à Châtillon, très bel immeuble, pour parler d'un sujet qui est passionnant, qui est le slow en entreprise. Pour en parler avec nous, on a plusieurs invités, des témoins. D'abord, Heidi Vincent, vous êtes consultante en stratégie et auteur d'un livre qui s'appelle Oser le slow en entreprise. On va en parler tout à l'heure. On a également un représentant de Châtillon. Vous êtes donc Vincent Vaudour, responsable du développement, du pôle développement et attractivité économique de la ville. C'est exact. Et vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on peut adapter le slow et le développement économique. On a également une témoin qui a expérimenté ce slow, Fanny Cabane. Vous êtes, alors votre titre exact, c'est Senior Manager du Design Studio de Dassault Systèmes, c'est bien ça? C'est ça. Et on a la puissance invitante, puisque vous représentez Covivio, Céline Leonardi, vous êtes la directrice de la commercialisation et du design UX du groupe Covivio. On va tout de suite passer au cœur du sujet. Alors, Heidi Vincent, qu'est-ce que c'est que le slow? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout ralentir? Non. Alors c'est vrai que le terme pourrait penser ça, mais ça a été inventé par un Italien en 1989. Et il a proposé ce concept de slow en réaction au fast food et au ravage du fast food. Donc c'est pour ça qu'il a proposé slow, mais il a écrit un manifeste donc, qui date de 1989. Et en aucun cas il est question de ralentir. Je peux vous lire quelques lignes. Donc on est en 1989, c'était il y a 30 ans. La vitesse est devenue notre prison et nous sommes tous atteints du même virus, la fast life, qui bouleverse nos habitudes, nous poursuit jusque dans nos foyers, nous conduisant à nous nourrir de fast food. L'homo sapiens se doit de recouvrer la sagesse et se libérer du carcan de la vitesse s'il ne veut pas devenir une espèce en voie de disparition. On est en 2022, je trouve ça assez d'à propos. Donc c'est un concept qui vient du slow food en réaction au ravage du fast food, où il parle de faire du bon, du juste et du propre. Donc le bon, c'est de bons ingrédients, ça passe par une bonne relation avec ses fournisseurs. Le juste, c'est bien traiter les salariés, bien traiter, on va dire, le produit aussi. Et puis le propre, il y a une notion d'éthique. Dans le fast-food, certes, c'est propre, mais c'est peut-être trop hygiéniste. Il y a une certaine éthique et on peut très bien le transposer dans le monde de l'entreprise. Alors justement, parlons de transposition. Fanny Cabane, comment est-ce qu'on transpose ce genre de concept? Vous l'appliquez? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des accommodements qu'il faut trouver par rapport à ce que vient d'énoncer? C'est difficile puisqu'on a une quête du progrès. Il y a cette question d'accélération du progrès, mais pour nous, designers, la question est de dire posons-nous avant d'avancer. Reposons les questions, questionnons le brief, disons-nous est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, et donc est-ce qu'on ne peut pas rediriger la question, rediriger le progrès vers autre chose qui soit plus humainement désirable. Comment ça se traduit concrètement dans votre organisation? Parce que ça, c'est un petit peu des mots, mais... Oui, bien sûr. Le Design Studio de Dassault Systèmes est un think tank, donc forcément, on pense. Et le design est souvent autoréflexif. Donc on pense beaucoup, mais la pensée est dans l'action et donc on fait des projets pilotes, soit en interne pour l'entreprise, soit pour certains clients, et dans lesquels on développe cette manière de penser avec la technologie de Dassault Systèmes, qui est la plateforme qu'on appelle 3D Experience, qui permet de créer un groupe autour d'un projet et de créer un but commun en fait. Et ça, est-ce que ça demande bien sûr un petit peu de préparation, parce que vous êtes un think tank, donc un peu à l'extérieur du groupe. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'appliquer à des groupes importants, c'est-à-dire à l'ensemble d'un système en ordre de marche? Nous le pensons. Nous le pensons parce que on pense que c'est avec quelques projets pilotes qu'on peut essaimer et montrer la valeur du design. Et la valeur d'une pensée différente qui garde l'humain au centre dans un monde où beaucoup de nos collègues et beaucoup de nos clients sont extrêmement technocentrés
Si c'est techniquement faisable, on veut le faire. Et nous, on dit, ben oui, mais est-ce vraiment désirable? On repose les questions et on essaie de montrer par justement quelques projets que c'est faisable. Et ensuite, certains de nos clients prennent la décision de repenser leur innovation autour de ça. Mais c'est une transformation longue et radicale quand même. Et assez radicale, qui implique de faire travailler des gens qui avaient l'habitude de travailler en silo, qui étaient formatés d'une certaine manière, de les faire travailler avec des gens très différents d'eux. Mais autour de cette idée de projet qui permet vraiment la création d'une équipe. Il faut du temps pour créer du respect entre des gens qui ont des professions différentes et à qui on a demandé pendant trop longtemps de rester dans leur rôle. Mais il faut respecter ce temps. Vous dites qu'il faut du temps, mais c'est la richesse, il faut le respecter, sinon on est dans la brutalité et donc oui. Ça passe pas. Et Vincent, comment est-ce que ça se passe exactement dans les entreprises? Comment elles arrivent à mettre en place tout ça? Dans votre livre, vous donnez des exemples d'un certain nombre d'entreprises qui ont réussi cette transition ou qui sont en train de réfléchir à l'appliquer. C'est difficile quand même. Alors d'abord, je voudrais repartir sur la définition. Donc on avait dit le bon, le propre, le juste. Transposer l'entreprise, c'est... il y a une prise de conscience de tous ces dirigeants, prise de conscience que finalement le progrès n'est pas juste la performance technique, le progrès technique, l'innovation technique, que le progrès ou la croissance n'est pas qu'économique, mais qu'elle est aussi une croissance humaine, un épanouissement dans la formation notamment, que la croissance c'est aussi dans notre capacité à innover en respectant l'environnement, voire en protégeant ou en régénérant l'environnement. Et ces gens-là ont ont tout à fait compris l'importance de la collaboration, de la coopération, avec des personnes bien plus vastes que juste le sein de l'entreprise, mais en RSE, on parle de parties prenantes. Ils ont un lien très très fort, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la construction, dans l'industrie, avec les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, pour bien comprendre finalement les distributeurs, les clients finaux évidemment, et puis tout le territoire. Donc les écoles, les organisations collectives, etc. On avait un exemple dans l'agroalimentaire d'une marque qui disait mais moi j'invite régulièrement Leclerc Intermarché à venir avec moi voir mes fournisseurs, mes producteurs de lait, grand sujet quand même, en disant ce serait bien qu'on se comprenne et en bonne intelligence, au-delà d'un prix bas, est-ce que vous souhaitez plutôt que la relation perdure et que vous n'ayez pas à faire des négos tout le temps ou à trouver de nouveaux fournisseurs? Ça aussi, ça a une vraie valeur. Et tout ça, donc cette prise de conscience et ce travail en collaboration, c'est vraiment dans l'objectif à chaque fois, toutes les entreprises, c'est viser la durabilité. Alors, on parle de résilience aujourd'hui, depuis l'épisode du Covid, etc. Oui, c'est comment on fait un modèle antifragile, un modèle qui va, on a parlé d'agilité longtemps aussi, mais comment on fait un modèle qui va résister, qui va tenir, et ça se tient souvent dans l'historique, dans la loyauté, la fidélité des relations que l'on peut avoir, la confiance qu'on a réussi à installer au sein de l'entreprise avec les collaborateurs, parce qu'on a respecté ce temps nécessaire à se transformer, qui fait qu'on y arrive. Et donc, comment ils font concrètement? Il y a des entreprises qui ont ça, c'est souvent porté par le dirigeant, par le comité de direction. Et ils vont trouver des fonds d'investissement, quand il y a des actionnaires, des fonds d'investissement qui sont tournés vers ces mêmes objectifs aussi. Ça, c'est plus rare quand même, parce que très souvent, les fonds d'investissement sont plutôt tournés vers le profit rapide. C'est plus compliqué dans ce moment-là. À ce moment-là, il y a eu aussi des changements, finalement, parfois d'actionnaires, où j'ai interviewé des dirigeants qui s'étaient retirés, qui avaient vendu leur part, fondateurs de l'entreprise, qui avaient vendu leur part parce que les actionnaires demandaient quelque chose qui était à l'encontre de la pensée slow, de ce qu'ils voulaient, en fait. Et ils estimaient que ça n'allait pas du tout dans le bon sens. Même pas juste une question d'ego, mais ça n'allait pas, ce qu'ils allaient faire ne visait pas la durabilité. Et puis il y a des entreprises qui se sont transformées, mais on n'est pas sur du 3 mois, sur du 6 mois. Ça prend plutôt 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ça s'installe. Ce même fournisseur dans l'agroalimentaire me disait, je suis plutôt serein. Oui, en effet, on a énormément de concurrents dans notre marché aujourd'hui, mais on a une vraie valeur ajoutée que les autres n'ont pas, c'est le temps. Le temps qu'on a pris à nouer des relations fortes avec nos fournisseurs, on a une learning curve, enfin une courbe d'apprentissage qui est là, que personne ne peut rattraper en fait. Ça vaut... C'est surtout la volonté, bien sûr, de la direction. C'est peut-être facilité parce que dans le cas où certaines entreprises sont des entreprises familiales, elles n'ont pas à rendre de compte à des actionnaires. C'est vrai. Et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Céline Leonardi. Covivio est un groupe qui est très en avance en termes de RSE. Est-ce que ça vous parle quand vous entendez Eddy Vincent parler du slow en entreprise? Oui, et
pour plusieurs raisons. Déjà, pour nous, pour Covivio, ce qu'on a pu mettre en place sur la façon de concevoir nos immeubles, mais en fait, c'est directement connecté. Concevoir des immeubles, on ne les conçoit pas pour nous, on les conçoit pour des clients, des entreprises, et aussi avec les territoires. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire pour nous, pour en fait répondre aussi et aider les entreprises à être juste, propre et bon pour répondre les trois termes. Ce qu'on a créé l'année dernière, une équipe, vous l'avez dit dans mon titre, Design UX, qu'est-ce que c'est? Clairement, c'est dessiner l'expérience client, mais pas comme c'est associé à mon autre fonction finalement qui est commercialisation. Eddy, vous m'avez interpellé sur ce sujet-là. Pourquoi commercialisation et client? Comment ça? On pourrait croire que c'est très commercial vu le terme. En fait, non. C'est tout l'inverse. C'est se dire, je dois connaître très bien mes clients. Donc, cette équipe a vocation à connaître les clients qui ont chaque entreprise a ses spécificités, ses actualités, ses évolutions. Bien les connaître pour leur proposer un immeuble qui va être le plus juste et le plus adapté. Donc, pas un projet immeuble standard sur étagère, mais un immeuble qui va avoir des espaces de service si c'est nécessaire, des partenariats si c'est nécessaire, travailler avec la ville si c'est nécessaire, sur des projets associatifs ou pas. Mais donc cette équipe travaille avec la connaissance du client. Et après, effectivement, il y a une équipe qui va être là pour tout le lien contractuel, pour qu'il soit le plus juste possible et qui réponde aux attentes de nos clients. Voilà pourquoi on a fait ce choix-là en interne. Et c'est aussi une équipe qui a vocation, non pas à travailler en silo, ça rejoint ce que vous disiez Fanny, mais à travailler en mode projet avec toutes les expertises de Covivio. Donc, il n'y a pas le développement d'un côté, les asset managers d'un côté et la gestion de l'autre. Tout le monde travaille autour du client et du besoin du client ensemble. Et on a aussi ouvert nos portes, puisqu'on travaille avec des experts, que ça peut être très bien des anthropologues, des architectes, mais pas que des architectes bureaux, mais des architectes qui viennent d'ailleurs, pour aussi ouvrir nos chakras et faire évoluer en fait cet objet qui était un immeuble de bureau qui va devenir tout autre chose. Oui, c'est aussi avoir cette idée du juste et du temps long qui correspond bien à cette vision du slow. Est-ce qu'on peut l'adapter aussi à la gestion d'une ville parce qu'il y a des fournisseurs, il y a des clients. Les clients sont, c'est les administrés peut-être, c'est les entreprises que vous aidez à développer sur le territoire. Comment ça se passe ? En fait, je dirais que plus que tout autre, on a de temps long aussi à gérer dans une ville et on gère un écosystème assez complexe d'interactions avec des entreprises, avec des associations, évidemment nos administrés, et on a des axes structurants dans une politique locale, aussi bien sur la mobilité, sur des aspects effectivement d'urbanisme au sens large, de plans de déplacement. On va avoir des éléments qui vont permettre à des entreprises, notamment sur notre territoire, de pouvoir bien se développer, de pouvoir aussi développer une relation apaisée avec leurs salariés. C'est-à-dire aussi, par exemple, je parlais des mobilités, d'avoir des mobilités douces, effectivement, qu'on puisse développer autour de nos nœuds de transport. Qu'est-ce que vous faites actuellement sur Châtillon là-dessus? Alors, on a effectivement une gare du Grand Paris qui est tout proche, et autour de ces flux massifs qui arrivent autour de ces gares, eh bien, il y a une importance de développer, par exemple, les mobilités douces sur ce qu'on appelle la coulée verte, dont on va doubler les capacités. Donc, l'objectif, c'est de rayonner évidemment sur les entreprises, donc sur les nouveaux sites qui sont développés ici, pour les habitants, mais aussi pour les salariés qui sont en transit sur la commune pendant leur parcours. Donc, trouver le temps long, mais effectivement trouver aussi des nouvelles modalités d'interaction avec le territoire. On a également aussi des instances qu'on met en place avec un club entreprise pour déterminer quelles sont les attentes et comment on peut mieux faire interagir ces entreprises avec notre territoire, notamment avec leurs objectifs RSE qui sont de plus en plus importants. Donc on a des espaces solidaires, on a la mobilité, on a des interactions avec le commerce local. Voilà. Retrouver la reconnexion aussi, plutôt que de faire un espace pendulaire entre Alors pendulaire justement, c'est une très bonne transition parce que le slow, c'est aussi s'intégrer dans son environnement, essayer de mieux interagir
avec les gens qui vous entourent. Et ici, on est dans une commune qui est à quelques kilomètres de Paris. Paris, c'est la ville lumière, c'est le pendulaire, c'est la référence quasiment unique de beaucoup de chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette recherche justement de slow et d'intégration dans un tissu qui vous l'avez expliqué, qui est dense et qui invite à y séjourner? Comment est-ce qu'on peut réussir ces interactions? On a vu le phénomène avec le Covid d'énormément de Parisiens voir les limites de Paris, la saturation de Paris, les limites du faste, de cette vie folle, et des personnes quitter Paris pour la province. La province. Est-ce que Châtillon fait partie de la province? Non, pas complètement. C'est un peu plus loin que... C'est déjà plus, mais bon. Et peut-être que c'est justement... moi, j'habite Rennes. On dit que c'est la ville archipel. Donc, plutôt que d'avoir juste Rennes avec toute son activité à Rennes, ils essayent de développer des petits centres d'activité. Châtillon, il y a des gens qui habitent à Châtillon, il y a des gens qui y travaillent, donc c'est super. Et comme ce bâtiment-là, c'est l'idée peut-être de décentraliser et puis on va dire, de donner un peu plus d'aération à Paris. Oui, arriver à apaiser tout en étant intensément connecté. Tout à fait. Ça ne veut pas dire vider Paris, mais plutôt de rééquilibrer justement pour éviter que les gens, si les gens, alors on parle de la ville du quart d'heure, si les gens pouvaient travailler là où ils habitent, ça nous éviterait... Des espaces de coworking, effectivement. Exactement. Voilà, qui apaisent, qui permettent de se dire, bah voilà, dans la semaine, j'ai quelques jours dans mon entreprise, mais j'ai aussi sur mon lieu de vie un espace où je rencontre d'autres personnes, où je travaille pour mon entreprise. Oui. Bon, ça a été théorisé depuis assez longtemps. Et un tissu de services, de rencontres, absolument. Qui est suffisamment dense pour permettre d'interagir de manière totalement autonome. Peut-être c'est réduire aussi la schizophrénie de la semaine où entre 8h et puis 19h, vous commencez plus tard et vous finissez plus tard à Paris, mais je suis dans l'entreprise, dans une autre ville qui n'est pas la mienne, pourquoi ne pas se dire mais je vais garder la même personnalité, je vais vivre et travailler au même endroit finalement. Vélizy est intéressant à cet égard parce qu'il y a plus de 70 000 personnes qui viennent y travailler tous les jours. C'est un lieu de travail. C'est ahurissant. C'est pas vraiment un lieu de vie. En même temps, on est aussi, il faut penser à notre espace mental et on n'a pas envie forcément de travailler en face de notre bureau. Certains artisans le font, hein, le boulanger qui vit au-dessus de la boulangerie, il y a beaucoup de métiers où c'est comme ça, mais après c'est difficile de se préserver des espaces séparés. Moi, ça m'est beaucoup arrivé de vivre dans des villes. Quand j'habitais à Paris, j'habitais à Bastille, je travaillais à la Défense. Ça n'a pas duré longtemps parce que ce n'était pas du tout mon mode de fonctionnement. Mais bon, c'est la même ville, mais on se dit, bon, quand même, je suis à une bonne distance pour pouvoir penser complètement à autre chose. Quand je travaille de chez moi. Voilà, et il y a ceux qui travaillent de chez soi. Mais ça va. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'il faut... C'est agréable, ouais. Je pense qu'il faut aussi préserver la façon dont chacun a besoin de travailler. Exactement, c'est son rythme. Voilà, moi, dans mon travail, j'ai besoin d'être au milieu de tout ce qui se passe, puisque une des choses que je sais faire, c'est intégrer tous les bruits de couloir, tout ce que j'entends pour en faire quelque chose qui fait sens. Un peu comme un journaliste ou un designer qui a besoin d'être une éponge et qui a besoin d'être au milieu de l'action. Il faut pouvoir préserver des moments de travail et de vie pour les différentes personnalités. Moi, on me dit il faudrait que chacun ait son jardin potager. Moi, je dis au secours. Moi, jamais. Jamais de la vie. Je ne veux pas aller mettre les mains dans la terre. C'est ma personnalité à moi. Par contre, que quelqu'un à proximité le fasse et que j'échange des services avec cette personne, pourquoi pas? Moi, par exemple. C'est la moitié de ma journée. Voilà. Mon potager. Il faut quand même respecter. On parle d'expérience. Il faut avoir ce respect de la multiplicité des expériences et de la multiplicité des vécus. Des moments de vie où on a besoin d'une ville dense et des moments de vie où on a besoin de la collaboration, de se comprendre. On est en direct et là j'ai plusieurs questions qui viennent de tomber et une qui est totalement liée à ce que vous venez de dire, qui est est-ce que c'est pas plus facile de mettre en place ce slow dans un univers de service plutôt que dans un univers purement industriel, parce que comme vous le soulignez, il y a quand même la pesanteur du lieu et la pesanteur du lieu de production qui fait qu'on est un petit peu coincé par cette lourdeur des investissements.
dans l'automobile, par exemple, c'est fou de se dire tous ceux qui ont investi dans ces outils de production, dans ces ouvriers, dans cette capacité technique à créer la voiture, qui est déjà en soi un outil, un produit très très complexe, dans lequel il y a une multiplicité d'expériences qui est vécue, et après passer de ça à des voitures qui sont peut-être en location ou en utilisation plus libre, ou des services, parce que bon, BMW à Munich, ils ont créé toute une zone de service autour de la voiture où les gens ne sont plus forcément propriétaires. Chaque ville voiture le fait. La question, voilà, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on transforme ça et sans laisser des milliers de gens sur le carreau, naturellement. J'ai le sentiment que l'avenir, enfin pour avoir ceux que j'ai interviewés, l'avenir de l'industrie, c'est de développer le service en parallèle. Vous parlez de leasing et l'industrie du service. Enfin, l'avenir du service, c'est de développer aussi de la tangibiliser certaines choses, proposer des outils tangibles et pas juste du jus de cerveau ou du conseil. Dans les exemples que j'ai vus, le fait d'être une entreprise industrielle n'a pas du tout empêché de développer une approche slow, parce que on peut innover. Alors, on a différents modèles dans le livre. On innove sur toute la chaîne de valeur en travaillant justement avec les fournisseurs, avec les distributeurs, et en remontant. Vous parlez de l'automobile, rang 1, rang 2, rang 3 en fournisseurs. On a des exemples dans l'économie circulaire et régénérative. Une entreprise que vous connaissez peut-être, Interface, un des leaders mondiaux des moquettes. C'est génial ce qu'il a fait quand même. Il fait partie. Donc, il a une fondation où vous avez des pêcheurs qui ramassent des filets à la dérive. Ces filets sont récupérés, recyclés. C'est quand même, le pétrole était à la base la matière première pour fabriquer les moquettes. Ils réemploient finalement ces filets à la dérive, donc ils dépolluent les océans et ça devient la matière première pour faire les dalles de moquettes. C'était une entreprise qui était complètement en banqueroute il y a quelques années et son patron a remis à plat les choses. Donc une véritable transformation qui ne touche pas juste l'aspect industriel, mais vraiment une manière de penser aussi au niveau du design notamment. Comment on réfléchit, et c'est ce qu'on dit dans le livre aussi, comment on réfléchit avec des contraintes sur les matières premières. On est un petit peu là-dessus en ce moment. Il était temps. Non, c'est pas plus compliqué. En tout cas, dans les entretiens qu'on a pu faire, c'était pas plus compliqué dans le domaine de l'industrie. On a parlé aussi de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui est aussi utilisée dans l'industrie. Vous parliez de progrès, de s'enrichir, c'est ouvrir ses chakras à l'innovation en se disant on n'a pas que des innovations sur la machine ou des innovations tangibles, mais aussi des innovations sur les procédés, sur les méthodes. Il y a de la création de valeur, il y a d'autres leviers d'innovation autres que juste sur la machine ou l'innovation technique. Dans le modèle économique notamment. Je pourrais comprendre des personnes qui nous écouteraient de se dire moi je suis enfermée dans des process très lourds avec tout ce qui est machine. Circuits de production qui sont déjà très formatés, comment j'arrive finalement à faire exploser ça, mais l'idée étant pas de faire exploser, mais de prendre encore une fois le temps de réfléchir à comment on va pouvoir faire évoluer. Alors vous dites la machine, en fait c'est la machine qui nous dicte le développement qu'on va avoir. Déjà, moi je trouve ça assez effrayant en disant je suis enfermée par mes procédés. On est devenu tellement hyper productif qu'on n'arrive plus à être flexible. Donc, oui, mais il y a aussi quand même une lourdeur de l'investissement technologique et capitalistique. Quand on a une machine, il faut l'exploiter. On va prendre le temps. On ne va surtout pas arrêter la machine en disant on reprend, on enlève tout, on jette tout. Déjà, ça pollue énormément. On va prendre le temps, petit à petit. Ça va être une nouvelle gamme qu'on va lancer en suivant la démarche slow. Et là, en développant cette gamme, on va se rendre compte que tous les services vont être impactés. On va faire des petites modifications petit à petit. Et la suivante sera plus facile à sortir. Et on va se rendre compte qu'il y a un marché. Et donc, on va investir. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. On peut pas parler le projet pilote dont je parlais au début, qui permet ensuite d'essaimer et de démontrer que c'est possible, de penser différemment. Parce que cette idée de réfléchir sur la ressource, réfléchir dès le début sur le matériau qu'on utilise et la durée de vie du matériau en lui-même et sa réutilisation. Interface, c'est comme ça qu'ils ont commencé et effectivement c'est un très bon exemple. Il ne faut pas avoir peur de faire ce premier pas. Si on est bien entouré et qu'on le fait comme nous on le fait avec nos clients au Design Studio d'Asso Systèmes, c'est important. Et d'ailleurs, je tenais à dire d'Asso Systèmes, c'est une entreprise familiale. Et c'est un luxe que nous avons. Bien sûr, j'ai des collègues qui doivent livrer au mois et
au quarter, mais on a quand même le luxe d'avoir une vision à long terme. Et ça, pour moi, c'était important chez un employeur de trouver quelqu'un, une entreprise dans laquelle on peut penser à long terme pour justement éviter d'être dans cette frénésie qui, à mon sens, ne fait pas du tout du bien à l'humain. Chaque personne humainement n'a pas besoin de vivre dans cette frénésie constante. Et la société ne peut pas survivre à cette... Et justement, alors, dans un groupe comme Dassault Systèmes qui produit plutôt des logiciels, des systèmes d'information, comment est-ce qu'on arrive à appliquer ce concept du slow vers le client? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit très bien comment est-ce qu'on peut interagir avec l'ensemble de ses salariés, mais pour aller avoir cette démarche de slow vers le client, comment est-ce qu'on fait? Parce que vos clients sont des clients industriels qui, eux, sont au quarter, il faut que ça tombe, ils ont de la production à faire, vous leur dites, on va prendre le temps, on va essayer de réfléchir. En fait, il faut rentrer un petit peu dans cette idée de plateforme. C'est une plateforme 3D Experience, donc il y a le mot expérience dedans, mais où on travaille sur tout ce qu'on crée dans les logiciels de Dassault Systèmes. Ce sont des choses qui peuvent ensuite être produites. Ce n'est pas juste un petit dessin comme ça. Il y a ensuite, il y a vraiment la conformité scientifique derrière et on peut ensuite créer ce à quoi on pense. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réintroduire la créativité. Ne pas être prisonnier de la machine, que la machine fasse ce que nous, on ne veut pas faire, c'est-à-dire des calculs, plein de calculs rapidement, comme on fait en design génératif, mais que l'humain soit là pour diriger les choses de façon éthique et créative. Une fois qu'on a dit ça, on a une manière de faire travailler des gens sur le même genre d'interface. Ils travaillent ensemble et c'est cette transformation qui permet aux clients peu à peu de se dire, bon, bien sûr, on a la chance d'avoir certains clients qui sont novateurs, hein, mais en tout cas, le client dans son ensemble et toute l'équipe de projet leur permet de penser différemment parce qu'on est confronté au mode de pensée de quelqu'un d'autre, d'un designer qui va montrer, par exemple, comment est-ce que lui voit les choses. Et ça nous ouvre les chakras, comme disait Eddy. Et on se dit, bon, effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise manière de penser, ou bien je dois laisser cette idée aller jusqu'au bout. Et après, je me dis, bon, finalement, c'était pas si mal, et je m'approprie cette idée. Eric, une transformation. Je voulais revenir sur ce que vous disiez. Il y a la frénésie, elle est nécessaire à certains moments, notamment dans le juste à temps, dans la logistique, parce qu'il y a pas mal d'entreprises que j'ai interviewées qui sont clairement dans la production à la demande, pour éviter les stocks, pour éviter le gâchis. Et puis, ils ont du capital investi qui coûte très cher et qu'il faut rentabiliser. Slow ne veut pas dire ralentir, ça ne veut pas dire faire lentement pour tout, mais on a tendance à mettre de côté ce qui est urgent est fait, ce qui est important est fait beaucoup trop rapidement par rapport à l'impact que ça va avoir et l'impact à long terme. Il faut respecter le fait que notre cerveau, parce que c'est souvent nous qui prenons les décisions, c'est pas la machine qui fait de la stratégie encore aujourd'hui, c'est l'être humain. Et notre cerveau a besoin de maturer certaines choses et ne peuvent pas en 3 secondes. En revanche, il y a de la réactivité nécessaire à certains moments. Il y a vraiment différents temps. Et donc les métiers dans l'entreprise ont différents temps aussi. Il faut fonctionner, on est dans la synchronisation. Comment l'entreprise peut piloter tout ça, manager tout ça? Sur la RSE, par exemple, on a un certain nombre d'indicateurs. On coche un certain nombre d'indicateurs. On a des tableaux qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que sur le slow, on a ça ou est-ce que c'est beaucoup plus flou et c'est une sorte d'état d'esprit? Non, c'est pas flou du tout. Voilà, c'est pas flou du tout. Alors dites-nous comment ça marche. Alors ça l'était avant la sortie du livre dans ce rue. En fait, il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de choses qui existent. Le problème, on a des superbes compétences en matière de design thinking, en matière de RSE, en matière de tous ceux qui sortent d'école de commerce. On a plein d'outils. Aujourd'hui, malheureusement, ces outils sont entre les mains de ceux qui la maîtrisent et ces gens ne travaillent pas assez ensemble. Ce qu'on a fait dans le bouquin, c'est qu'on a rassemblé des indicateurs qui d'habitude n'allaient pas ensemble. Donc on a rassemblé les indicateurs économiques et les indicateurs RSE. Donc c'est en train d'être fait, mais petit à petit. On a mis des indicateurs. Et les entreprises, par exemple, vous avez des indicateurs économiques, certes, vous avez des indicateurs humains, la satisfaction client, la fidélité des collaborateurs, leur niveau de satisfaction, le niveau de formation, l'épanouissement. Donc il y a des baromètres qui sont faits, donc il y a des obligations légales, mais vous pouvez aller plus loin. Ce qu'on a fait dans le livre, c'est vraiment rassembler des outils qui existent. Il y a le business model Canva que tout entrepreneur remplit, ou le Lean Canva que tout entrepreneur remplit. On y a rajouté et on a ordonnancé, dans ce qui nous semble être le bon ordre, du bon sens, les indicateurs de RSE.
Donc, Vous les avez redistribués? on les a réorganisés. Vous avez tout entrepreneur à travailler sur son why, start with why. Donc, en gros, quel est le sens de ma mission? Pourquoi je fais ça? Donc, on l'a mis en numéro 1. Vous ne le trouvez pas, le why, dans le business model Canva traditionnel. Ensuite, on a mis juste à côté le with who. Et pour moi, quand j'ai fait le modèle, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est important, le why ou le who? Parce qu'on n'est rien sans la personne à côté. Donc, le with who et pour qui, ce sont les parties prenantes. C'est le socle, c'est les 7 éléments de la RSE. Donc, on a déjà répondu aux 2 questions qui nous semblent assez existentielles en ce moment. Et puis ensuite, vous avez tous les autres éléments du marketing mix. On a rajouté ensuite les 4 R, réduire, refuser, recycler, j'ai oublié le 4e, sont dedans aussi. Et la tête pensante, c'est un escargot, puisque le slow, c'est un escargot. La tête pensante, c'est la raison d'être sur lequel on travaille quand on veut être entreprise à mission dans le cadre de la RSE. Donc, le slow n'invente rien, il met juste dans le bon ordre, et l'ordre qui nous semble juste, et c'est pas tout droit sorti de notre cerveau, c'est à l'issue d'analyses de plusieurs entreprises, on s'est dit, ils avaient pris les choses dans cet ordre-là, on remet juste les choses dans cet ordre-là, et on les met ensemble. Ça veut dire qu'en lisant votre livre, un chef d'entreprise peut avoir un tableau de bord, quelque chose qui est vraiment pratique. Oui. C'est le slow business model Canva. Et qui a été validé par un certain nombre d'expériences, par des gens qui l'ont fait, des groupes qui l'ont fait. Le livre n'est pas écrit sur de la théorie, parce qu'il n'y en avait pas, mais c'est vraiment très empirique, c'est basé sur des interviews de start-up, petites boîtes, d'entreprises qui avaient plus de 100 ans, des entreprises avec des actionnaires, des entreprises familiales, dans le B2B, dans le B2C, c'est le fruit de plus de 25-30 interviews qu'on a faites. Donc on ne peut plus pragmatique en fait. C'est pour ça que c'est pas très fou. Ça donne envie de le relire en tout cas. Mais est-ce que ça pourrait intéresser Châtillon d'avoir une approche comme ça pour gérer ces ça flux? Comme vous voulez d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'en fait, depuis qu'il y a une montée en puissance de ces indicateurs RSE, il y a plusieurs entreprises de la ville qui sont tournées vers nous. Bien sûr. Et pour enrichir ce dialogue. Je pense à Orange Garden, à Siemens Mobilité, à Technisant de SNCF, un grand site industriel. Et tous ont manifesté une volonté de développer des indicateurs essentiellement liés au RSE, mais aussi avec une visée de ralentir un certain nombre de choses. Pour la partie effectivement mobilité, je l'ai déjà dit, pour la partie emploi, pour la partie travail sur le plan de déplacement. Donc on a aussi l'économie solidaire. Ils souhaitent s'engager sur ces sujets avec les associations locales. Et donc de véritablement trouver se réancrer pour certaines qui n'avaient pas forcément développé énormément de partenariats avec la ville. Donc il y a aussi ça et vouloir peser aussi, je dirais, dans les concertations qu'on peut mener. On parlait de sortir des silos de tout à l'heure. Là, c'est vrai aussi de l'aménagement urbain autour de ces problématiques d'entreprise, de pouvoir capitaliser sur ces bons indicateurs RSE tout en donnant une dimension au territoire, qui celle de Châtillon certes, mais aussi celle des communes avoisinantes, puisqu'en fait on s'inscrit souvent dans une communauté de communes où le territoire, la Société du Grand Paris, on a beaucoup de dynamique. Il y a une sorte d'écosystème qui peut être créé autour de ça c'est clair. Par définition, on irrigue avec les différentes instances que j'ai citées, les outils qu'on peut mettre à disposition des entreprises. Un plan de déplacement, un plan autour des mobilités douces, des dispositifs d'économie solidaire. On pourrait très bien imaginer plus d'espace ici dans un immeuble comme Covivio, de lieux hybrides qui viennent effectivement donner des nouveaux usages. Donc je pense à tout ça. Céline, vous êtes ici à Châtillon, un représentant en fait d'un des maillons de ce slow, puisque vous présentez ici un tiers-lieu qui est une des clés justement de l'application de ce type de système. Comment est-ce que vous interagissez avec, disons, le tissu industriel, le tissu de services, les sociétés, et aussi les aménités qu'on peut trouver, tous les services qu'on peut trouver ici à Châtillon? Alors déjà, dans le choix de la localisation, puisqu'on a choisi de venir se mettre ici, donc c'est une analyse par rapport au transport, donc de se dire c'est au bon endroit, à la bonne place, de mettre un immeuble de bureau, puisqu'il va s'inscrire dans un territoire. Dans le dialogue qu'on a, on avait déjà échangé, on s'en remémorait tout à l'heure pendant le Covid, pour voir comment on pouvait travailler ensemble et qu'est-ce qu'on pouvait imaginer justement comme initiative qui soit opportune et pertinente, parce que parfois on se dit,
dans ton immeuble de bureau, pourquoi tu ne mettrais pas telle association? Mais je trouve que ça ne fait pas forcément du sens. Donc il faut... On a eu des initiatives comme ça, et ce que ça nous a démontré, c'est qu'après, ça ne prenait pas. Certes, on avait mis des mètres carrés à disposition, mais après, il ne se passait rien. Donc, ce que nous, on met en place, en premier sur notre offre de coworking qui s'appelle Wellio, on a 8 sites en Europe, c'est des tests où, en fait, on va choisir des associations qui vont venir travailler, mais qui vont avoir du lien avec les entreprises qui sont là localement et qui vont trouver, en fait, finalement, un échange de bons procédés et qui vont se nourrir aussi de ça. Donc, je pense que c'est de bien définir quelles entreprises, quelles associations on va mettre là en lien avec les entreprises qu'on a dans l'immeuble. Ici, c'est Siemens, c'est IMEF. Ils ont des intérêts à travailler avec des associations, donc c'est de trouver le lien et aussi de savoir traduire leur langage, parce qu'ils ne savent pas forcément se parler, association et entreprise. Donc, il faut être là et travailler activement cette collaboration. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, c'est les lieux qu'on propose. Là, on semble assis, vous voyez, dans une configuration bar qui est en fait l'Agora, qui est travaillé aussi sur... c'est un espace qui travaille sur la chronotopie. Donc, dans la journée, il va évoluer. Le matin, c'est le café. Après, je sais pas, le midi, ils vont venir déjeuner. Il y a des invités qui arrivent, il y a des externes qui arrivent, etc. Et en fait, il va vivre et chacun va se l'approprier différemment. Mais c'est vrai que c'est un peu un pilier, on a remarqué, dans l'immeuble de bureau aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est là où l'humain... Donc, on a quelqu'un qui est derrière le bar, qui vous connaît, qui va savoir que votre café préféré, il est comme ça. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est très important pour les gens d'avoir ce repère-là. Enfin, en fait, c'est de mettre aussi après en place de l'humain dans l'immeuble qui va, en fait, créer cette expérience spécifique pour les individus. Après, ça va être travailler avec des écologues aussi sur les jardins qu'on peut mettre en place. Ici, on a à peu près 3000 m² d'espaces verts qui sont sur rooftop et principalement les jardins. Donc, c'est de travailler en lien avec la biodiversité. Donc, on ne va pas choisir les espèces comme ça, celles qui sont les plus jolies, mais celles qui sont cohérentes avec aussi bien les autres espèces, mais que, je ne sais pas, les abeilles, etc., pour que tout soit ancré dans le territoire. C'est la notion d'écosystème. Voilà, exactement. Voilà. Aussi à l'échelle de la biodiversité, effectivement. Le bon, le juste, le propre. Voilà. La notion d'écosystème, il en parle 3 ou 4 fois dans le manifeste de 1989. Respect des écosystèmes. C'est vrai qu'en Italie, dans le nord de l'Italie, ces districts sont très importants. Cette idée de dire une industrie ne peut pas vivre si elle n'a pas tous ses fournisseurs, etc. Et si elle n'a pas même quasiment cette géographie autour d'elle. Et c'est un des constituants de l'économie en Italie, cette notion de district. Donc l'écosystème est essentiel, et c'est vrai que c'est un des enjeux, enfin pour moi personnellement, je trouve que c'est un des enjeux de ces prochaines années et des décisions importantes qu'on doit prendre politiquement en France bientôt, de dire dans quel genre de territoire veut-on vivre, et quel genre de dynamique veut-on pouvoir voir se créer? On voit un peu les limites de la mondialisation avec le coût de l'énergie du transport. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Chine, et c'est vrai que cette notion de district, la raison pour laquelle on a tous été en Chine, c'est parce que tous les acteurs sont rassemblés. Moi, je travaillais dans le domaine du sac, de la trousse, du stylo. C'est hyper complexe, ça semble pas, mais il y a énormément de pièces et tous les fournisseurs sont autour. Vous avez l'assembleur, mais tous les fournisseurs sont autour. C'est impossible en Europe. On a perdu ça. Et il y a pourtant cette nécessité, on en parle dans le bouquin, et il y a une designeuse textile qui nous dit que c'est quand même pratique d'avoir les fournisseurs tout proches parce qu'ils nous comprennent aussi culturellement, d'avoir les 1083 l'a bien compris, rien qu'avec le nom de ces jeans, de faire en local, on y revient. Mais on comprend bien aussi qu'aujourd'hui, avec l'explosion du prix du pétrole, le prix des transports a lui-même explosé, et donc la nécessité de retrouver des écosystèmes de proximité est devenue, c'est une nécessité, c'est plus une utopie. Donc on peut se demander justement si les villes elles-mêmes ne doivent pas s'emparer de ça pour essayer de faire fonctionner mieux les entreprises en réseau. Alors effectivement, il y a l'échelon pertinent du territoire, j'y reviens un peu parce qu'il y a des décisions sur le transport, etc. qui est Bien sûr, là on est dans le Grand Paris, il y a des gares du Grand Paris, c'est pas de votre ressort. Évidemment, au niveau d'une ville, je parlais tout à l'heure d'un club entreprise, j'y crois beaucoup parce que effectivement,
souvent, en fait, elles ne se parlent pas trop entre elles. Elles ne se Et connaissent donc, pas, d'ailleurs. parfois même, elles ne se connaissent pas. Et donc, l'idée, c'est de lancer, ou de relancer, puisqu'en fait, on a une majorité qui est arrivée il y a peu de temps, de ce type d'initiative pour qu'ils discutent notamment. Voilà, moi, la prochaine édition qu'on aura sera sur les objectifs RSE, justement. Quel est leur projet de site sur ces enjeux-là, pour qu'ils puissent se parler et qu'ils puissent échanger leur dynamique au niveau de notre territoire. Après, effectivement, pour répondre à votre question, évidemment, on a envie de faire émerger des pôles d'activités suivant la commune. Alors, il se trouve qu'à Châtillon, aujourd'hui, c'est quand même plutôt du service. Voilà, on a Orange, on a Siemens Mobilité, on a du logiciel aussi, parmi d'autres choses, mais voilà, c'est essentiellement du service et non plus une production industrielle. Alors, il y a des artisans, mais c'est quand même une part moins importante. Néanmoins, effectivement, l'idée de faire réémerger de nouveaux pôles, des polarités de type cluster, effectivement, sont importantes autour de... voilà, on a des choses sur l'éco-conception, voilà, qu'on est en train de développer. Mais voilà, pour l'instant, on est autour de ça. Et après, il y a les grands points forts de la ville, Orano, Orange, etc. Et surtout les faire travailler ensemble. Je dirais que c'est mon enjeu premier pour l'instant. J'ai été surprise, moi j'ai commencé ma carrière dans le web et j'étais surprise à l'époque, on était constamment chez les uns et chez les autres, pas du tout dans le même secteur d'activité, mais on était tous dans le web et on apprenait énormément en allant, on visitait les entreprises, on se parlait entre nous, les bonnes pratiques, etc. Et quand j'ai basculé dans l'industrie, c'était plus du tout le cas. Et moi, mon métier aujourd'hui, donc en 2022, c'est entre autres d'organiser des learning expéditions où on va visiter et on prend les bonnes pratiques d'une entreprise à une autre. Et c'est quand même dommage parce qu'on a pris alors, les dirigeantes font souvent partie de réseaux, etc. Mais inviter les collaborateurs à aller visiter une autre entreprise, à échanger les bonnes pratiques. Je sais que dans le web, on le fait beaucoup. Dans les autres industries, c'est pas trop le cas. On se regarde un peu il y a de la concurrence, etc. C'est le problème des silos, effectivement, qui existe un peu trop souvent. On a beaucoup parlé des entreprises, du point de vue des entreprises. On va peut-être parler un petit peu du point de vue des salariés, des travailleurs, parce que là, j'ai une question qui vient de m'arriver, qui est assez pertinente, qui est les mentalités changent, mais très lentement. Observe-t-on une accélération, un intérêt pour le slow avec le télétravail? Ça me semble évident, mais... Alors, le Covid a aidé. Moi, je vois ça comme on a forcément besoin de choc parfois pour se rendre compte de certaines choses. Moi, mon choc, c'était un burn-out pour me rendre compte que je devais donner du sens à mon travail. Le livre est né de ce burn-out. Mon burn-out était en 2016 et je l'accueille, j'en suis ravie parce que ça m'a donné mon indépendance, donc pied aux fesses pour me lancer. Le livre on l'a commencé en 2017. Donc il n'y avait pas encore le Covid, il n'y avait pas encore tout ce qu'on vit, mais bon, il y avait déjà, encore une fois, le manifeste c'est 1989, donc ça fait un certain nombre, le rapport Meadows c'est 1972 où il disait les limites à la croissance, donc en fait ça fait quand même 50 ans, je pense que c'est pas nouveau. En revanche, il y a un phénomène qui vient des États-Unis qui est en train d'arriver en France, qui s'appelle la grande démission, où de plus en plus de personnes ne voient plus de sens dans leur travail, notamment les nouvelles générations pour qui c'est super important. Quand il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'essence, donc ils quittent l'entreprise parce qu'ils ne voient plus de sens dans ce qu'ils font. Ils quittent parfois même le système marchand. Exactement. Ils se retirent. Exactement. On voit plein d'étudiants, mais ça fait même moi, quand je suis sortie d'école de commerce dans les années 2000, plein d'étudiants qui font une école de commerce pour travailler dans l'associatif, dans le caritatif, etc. Ouais. Donc c'est... on est vraiment partagé entre ces deux choses-là. Je pense que c'est génial de se dire que l'entreprise a une mission sociétale et environnementale, puisque finalement, peut-être que si elle l'accepte, si on en lui donne les moyens aussi, elle aura du coup beaucoup plus, elle retrouvera beaucoup plus de sens. C'est pas juste vu le temps qu'on y passe, ce sera pas juste pour créer de la valeur marchande en fait. Mais par contre, il y a quand même cette idée de productivité, n'est-ce pas? Ah oui. Et on peut être efficient voilà, tout en nous trouvant du sens. Et l'entreprise, l'encadrement de l'entreprise doit se rendre compte de ça et de se dire, il faut peut-être pas juste être dans le fait de... Vous savez, en France, on a cette idée du présentéisme. Oui. Et en même temps, on a le fait de devoir montrer tout le temps qu'on est actif, envoyer un email toutes les 2 minutes pour être sûr qu'on montre qu'on est actif et réactif. Donc, il y a une balance à trouver. Et c'est vrai que quand on parlait de... Nous, en design, on parle beaucoup de création, hein, d'imagination.
mais on parle aussi du temps de la décision. Mhm. Les techniques de design, de prototypage par exemple, etc., aident à cette prise de décision, parce que aident les gens à se projeter dans une manière, dans un nouveau monde, et pour pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction de cette vision qu'on voit devant nous. Et c'est vrai que là, il faut laisser du temps à la réflexion, il faut s'imprégner de ce qu'on a, qui nous est présenté, qui est en face de nous, et arrêter de vouloir que la décision soit prise à l'instant T, immédiatement. Il faut quand même laisser du temps. Moi, je dis toujours, c'est l'homme de Cro-Magnon, c'est pas avec ses tableaux Excel qu'il a réussi à survivre. Il faut quand même faire confiance à nos instincts primaires pour s'en sortir. Moi, je dirais que aussi, enfin, il faut le rappeler, le Covid a été un révélateur, un accélérateur plutôt même de ces pratiques. Alors, par ailleurs, moi, je suis salarié dans un grand groupe de cosmétiques pour le e-commerce, et on n'a jamais autant lancé de sites que pendant cette période. La productivité, elle est là. Si les modalités de travail, qui sont notamment le télétravail ou d'autres modalités qui permettent aux salariés d'être chez soi ou dans un espace de coworking, ou comme il l'entend, à Paris, une alternance différente en termes de présence sur un site, ça marche en fait. Ça marche et ça a été prouvé. Ça marche, mais est-ce que du côté du management, il y a ce souci de prendre la mesure des changements qui sont en train de s'opérer et peut-être parler du présentéisme, le retour à la normale, on l'a entendu dans toutes les entreprises. Et en fait, le retour à la normale, il n'est pas normal. Il était mauvais, le retour. Enfin, la normale était mauvaise. Donc, c'est ça. Non, c'est super. Enfin, moi, je trouve. Après, je ne suis pas dans l'entreprise, je suis indépendante, mais je trouve ça bien. En fait, ça a été une claque pour se poser les bonnes questions. Je crois que c'est mis au pied du mur, au même titre que la guerre en Ukraine et ce qui se passe. On est mis au pied du mur. C'est maintenant que, souvent, enfin, c'est ce que dit Jean-Marc Jancovici, c'est peut-être maintenant qu'on va se hâter de réduire notre dépendance aux énergies, etc. On est au pied du mur. Les choses. Et puis quand vous avez un arrêt maladie, c'est à ce moment-là que vous mettez en question. Le bien-être au travail coûte moins cher que les arrêts maladie, en fait. Donc. Je voulais revenir sur la question sur les salariés, justement. Oui. Parce que nous, Covivio, on a interpellé par les entreprises depuis quelques mois sur il faut qu'on fasse revenir au bureau. Enfin, voilà. C'est ça. Ça veut dire quoi? Et en fait, vous avez dit tout à l'heure, le Covid a changé des choses et avec le télétravail, donc on s'est retrouvés tous enfermés chez nous avec des peurs, chacun la sienne, on va dire. Certains ont adoré, certains ont détesté parce qu'on pouvait être en Teams toute la journée, donc le digital à gogo, ça a eu une espèce d'overdose. Mais en fait, ça a amené à deux questions essentielles que vous avez citées, Heidi, c'est pourquoi et avec qui. Donc j'ai envie de revenir au bureau, mais pourquoi j'y vais? Il faut pouvoir y répondre. Et avec qui? Parce que le lien humain, parce que nous sommes des hommes, c'est ce qui fait que là, qu'on passe un bon moment ensemble et qui fait la différence. Et en fait, c'est donc dans les bureaux, être au bureau, c'est un moment où on est ensemble. Quand toutes les enquêtes qui ont été faites post-Covid, si on peut dire qu'il y a un post-Covid, c'était de dire pourquoi je reviens au bureau, c'est pour avoir plus d'informations et pour passer des moments avec mes collègues. Et puis il y avait aussi quelque chose sur un sentiment j'ai envie d'avoir des espaces particuliers un peu waouh, avec une notion de fierté d'aller quelque part qui sera mieux que mon domicile. Et donc en fait, c'est quand je vais revenir au bureau, j'ai envie d'y trouver du sens parce que je me suis déplacée. Et j'ai envie d'être avec mes collègues. Donc nous, on travaille aussi sur beaucoup plus d'espaces collaboratifs qu'avant. On a inversé, espace privatif, c'est plutôt 40 et 60% maintenant de collaboratifs. Et après, des lieux avec ce côté, j'ai envie de venir pour y trouver quelque chose de mieux que chez moi, ou en tout cas quelque chose qui va me convenir. Heidi, pendant la préparation, vous m'avez dit j'adorais avoir un feu de cheminée. Oui. Vous m'avez dit. En fait, chacun a un peu son feu de cheminée, si je puis dire. Et en fait, c'est aussi important que nous, dans les bureaux, on arrive à recréer ces sentiments de, je ne vais pas dire bien-être, parce qu'on le tourne à toutes les sauces, mais en tout cas, qui fait que, presque intime, qui va faire qu'on se sent bien et qu'on a envie aussi de travailler et de venir là pour ça. C'est là où on retrouve le bon, peut-être, c'est-à-dire être ensemble pour élaborer des choses et aussi le juste en essayant de retrouver du sens à son travail. Bon, il reste le propre. Mais ça, c'est l'éthique. Et ça va. Et ce que j'aime bien dans l'idée du slow en tant qu'observatrice d'entreprise, c'est qu'en fait, on a vu beaucoup un peu des obligations arriver. Donc, il y a eu la raison d'être, il y a le RSE, vous l'avez dit tout à l'heure, Vincent, ça monte.
il y a évidemment le business model, puis les humains. Donc un peu, tout est éparpillé là, comme l'a dit Heidi, avec en fait tout prend du sens et tout est corrélé. On n'est pas obligé enfin de dire. Vous faites la petite coquille de Oui. l'escargot là. Ça y est, j'y suis. Non, mais tout est lié, Voilà, ça ça marche. tout converge en fait. Le concept marche. Et ça va avoir un modèle intégré et pas quelque chose qui m'oblige à dire ah oui, alors RSE, je vais devoir le faire en plus du reste. Non, en fait, c'est tout a du sens ensemble. Oui. Et ça, je L'un trouve va que pas sans l'autre. ça facilite aussi l'appréhension de tout ça et ça donne du sens aussi au RSE. C'est pas une obligation. On a vu avec le Covid l'importance du lien. On n'avait pas conscience avant et le lien, on l'a perdu pendant le Covid. Et du coup, au travail, c'est peut-être se remettre à créer du lien. Moi, personnellement, mes collègues sont tous devenus mes amis, vu le temps qu'on passe ensemble. Enfin, on l'espère, on le souhaite, on l'espère. Je trouve que c'est devenu plus fort. Et après, effectivement, il y a, je sors un peu de mon rôle, mais il y a ce nouveau rôle enrichi du manager. Parce qu'effectivement, ayant été privé d'un certain nombre d'outils pendant le Covid, à ce retour à cette nouvelle étape, il faut qu'il soit investi de nouvelles logiques qui se saisissent aussi de ces enjeux-là. Parce que sinon, effectivement, un rôle de manager à l'ancienne, je dirais, ça ne fonctionne plus en fait. Il faut que ça soit réinvesti de ces nouvelles logiques pour que ça fonctionne, pour faire fonctionner les équipes. Comment est-ce que ça se passe justement, cette appropriation du slow? Est-ce qu'elle vient de la base, c'est-à-dire des employés, des salariés, ou est-ce que c'est le patron qui tout d'un coup est convaincu qu'il faut changer quelque chose? De votre expérience, qu'est-ce qui se passe? Réponse de Normand, mais c'est pas les deux. C'est que ça doit évidemment, alors dans quel ordre et à quel moment, ça doit évidemment être porté par l'équipe de direction, puisque sinon, si ce sont des petites actions avec un rejet de la direction, ça ne marche pas. C'est déprimant pour les personnes qui l'impulsent. Et ça doit très rapidement, si ça vient de la direction, ça doit très rapidement être compris, porté, au même titre que quand on développe une démarche RSE en entreprise, on doit avoir des ambassadeurs, ça doit être porté par les salariés, parce que c'est eux qui vont mettre en place. On dit dans le livre, c'est celui qui fait, qui sait. Donc, comment ils traduisent une vision qui est on va faire du slow. Et d'ailleurs, ça ne s'exprime jamais comme ça. C'est juste on va essayer de réinjecter du bon sens, on va s'inscrire dans un temps long et viser la durabilité. Comment on le fait? Tout le monde est concerné. Souvent, les stagiaires ont des super bonnes idées parce qu'ils sont frais. C'est pour ça qu'on les sollicite pour faire des rapports d'étonnement au début. Tout le monde est concerné, absolument tout le monde dans l'entreprise. Chez Dassault Systèmes, donc on a la chance d'être une entreprise familiale avec une vision à long terme. On a la chance d'avoir un CEO qui est très visionnaire et la mission, c'est harmoniser produit, nature et vie. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Harmoniser, pardon? Produit, nature et vie. D'accord. Et donc la vie, c'est nous, les humains. Le produit, c'est effectivement parce que nos logiciels à l'origine étaient faits pour mettre des nouveaux produits sur le marché et simuler, modéliser en vue de leur création. Et la nature, on fait partie de cette nature. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de cette mission et comment est-ce qu'on la traduit? Et c'est vraiment les salariés qui doivent intégrer dans leur travail quotidien et dans leur équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, dans le design, c'est presque plus simple, parce que c'est des notions qui nous sont très familières. L'outil du Slow Business Model Canvas, désolé d'y revenir, même s'il y en a plein d'autres, il y a les questions, donc le pourquoi, le pour qui, la gouvernance, qui doivent être abordées avec toute l'entreprise. Tout le monde participe à ça pour pouvoir se l'approprier ensuite, pour ne pas avoir le syndrome de c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ensuite, quand on déroule l'intérieur du squelette, vous avez chaque service et c'est pas forcément d'ailleurs siloté par service, mais c'est chaque personne qui se sent à l'aise de travailler sur l'aspect conception, qui se sent à l'aise de travailler sur l'aspect distribution, commercialisation, communication, repart avec ses petits chantiers sous le bras et mène ces chantiers comme on mène des projets en fait de rénovation, amélioration, etc. Ça prend du temps, mais ensuite c'est dispatché par service, comme la RSE. La raison d'être d'une entreprise se travaille avec les parties prenantes. Et du coup, c'est pas plus simple de partir d'une feuille blanche en disant je vais créer ma boîte et je vais essayer d'appliquer un certain nombre des préceptes que vous proposez. On peut aussi l'appliquer à toute entreprise existante. Il suffit, alors il faut mettre le curseur, d'après ce que je comprends. L'outil, c'est un état des lieux. C'est un état des lieux de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on aimerait réduire, refuser, de ce qu'on aimerait
au contraire pousser, développer encore plus. Donc ça permet une prise de hauteur et puis ensuite c'est un plan de route pour plusieurs années. Et en aucun cas, c'est que d'ailleurs, quand on crée son entreprise, souvent on est sur de la théorie, on n'a pas assez d'historique, on n'a pas assez maturé son projet pour savoir comment on va faire spontanément dans la vraie vie. Quand on a d'historique, on sait très bien ce qu'on fait spontanément, on a tendance à revenir à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il faut avoir l'humilité de se dire, ok, je sais que j'ai l'habitude de faire ça, mais peut-être qu'il faudrait que je modifie un peu mes pratiques et que je réduise cet aspect-là, si je veux être durable, si je veux être encore là dans 10 ans. Et là, je sais qu'on a quand même pas mal de choses à revoir dans nos modèles. Aujourd'hui, la RSE le pousse, demain, ce sera la législation. Donc voilà. Et le prix aussi. Il y a les entreprises à mission aussi maintenant. Tout à fait. Vous avez les entreprises à impact qui est aussi un step au-dessus. Mais demain, chaque entreprise, moi je le dis toujours, chaque entreprise, qu'elle le veuille ou non, elle a une mission qui n'est pas juste de faire de la rentabilité et d'avoir des salaires. Elle a aussi la mission de garder ses salariés, donc elle participe à leur épanouissement. Et elle a un impact sur le territoire, etc. Enfin, elle a un impact très très fort. C'est-à-dire que l'entreprise peut être interpellée par différents partenaires et personnalités. Le grand public, les pouvoirs publics, les salariés, les fournisseurs, les clients. Elle peut anticiper ce qui va se passer on est en 2022, en 2024. Toujours bien de se dire ce sera plus tard, mais en fait on y est presque. Ou elle peut finalement se prendre la législation sur la tête et puis se dire ok, on est au pied du mur encore une fois, on sera tous au pied du mur à un moment. C'est un choix à faire maintenant. J'ai tendance à dire vite, passer au slow quoi. Oui, le rapport du GIEC nous le rappelle régulièrement. Hier, on le lit pas. Hein, si. Bon, le dernier rapport du GIEC a été plutôt optimiste sur des solutions, puisqu'il a apporté des solutions, enfin, en tout cas proposé des solutions. On ne sait pas si elles seront suivies. Mais on en fait depuis longtemps on en propose des solutions depuis longtemps. Mais pour le slow, c'est pareil. Il y a des solutions, il faut les mettre en place. Alors, c'est plus ou moins long quand même. Chacun y apporte. Parce que c'est le temps humain. Ça prend du temps humain. On peut le faire. On peut dire, OK, en 6 mois, on doit être en slow, sauf qu'on saura bien qu'il y aura des rejets absolus des personnes. En fait, on dramatise, on traumatise les gens en fait, en faisant ça. Il faut respecter que pour qu'ils puissent se l'approprier, il va falloir respecter le temps que l'on prend. Est-ce qu'il y a un problème de génération? Problème, non. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de prise de conscience. Moi, je suis intervenante en école. J'ai des gens qui ont 18 ans, il y en a qui ont 22. Et des fois, il y en a qui n'ont pas du tout pris conscience. Et je parle à des gens qui ont 50 ans, qui ont bien plus conscience de l'impact de la situation actuelle. Donc, vous avez des Greta Thunberg qui ont 60 ans et puis vous en avez à 22 qui n'ont toujours pas compris. Après, c'est vrai que dans les marches pour le climat, on a vu quand même beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, mais parce que c'est porté. Mais vous avez aussi pas mal de. Enfin, les dirigeants que j'ai interrogés n'ont pas 20 ans. Ils en ont clairement pas 20 ans. Je pense qu'on le voit dans une ville. On peut avoir des comportements plus justes, plus éthiques à n'importe quel âge. Shine, c'est pas 60 ans, c'est pas les gens de 60 ans qui s'en servent, ce sont les jeunes. Donc, on est la génération paradoxe où on va manger bio et puis on va acheter sur Shine. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais faut manager ces contradictions, effectivement. Bon, on en aura moins demain. Ce qui aide, je pense, c'est quand même d'être confronté à des modes de vie différents. Moi, je grandis en Afrique. Forcément, ça nous modèle d'une certaine manière, parce que aussi, on peut grandir en Afrique de différentes manières, et dans différentes parties de l'Afrique. Mais ça nous façonne. Et après, quand on se retrouve à Londres, où les gens jettent tout, même les piles, n'importe où, on se dit, mais mince, on ne nous a pas appris que les piles, ça polluait. Donc, aider les gens à avoir des expériences de vie assez diverses, peut-être par des jumelages de villes, peut-être par... Il y avait les correspondants à une époque. Mettre des urbains à la campagne ou l'inverse, je ne sais pas. Mais globalement, nous, on a un enjeu de rendre la ville résiliente pour plein d'aspects, pour le transport, pour l'énergie, pour le comportement, le commerce, les espaces verts. On a besoin, dans des espaces denses, de la rendre la plus résiliente possible au choc de la vie, de l'économie. Et voilà, vraiment notre projet aussi municipal qui structure notre action, il est axé sur cette notion de résilience, mais résiliente heureuse. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de misérabiliste, on est dans l'objectif aussi de rendre ce travail ensemble, ce collectif, le plus agréable possible, au travers de plein d'actions.
J'ai une question là sur Internet qui m'arrive. Dans le processus de transformation, il y aura des phases de production et donc de rentabilité réduite. Que diront les actionnaires si on applique le slow de manière un petit peu brutale? Alors, ce ne sont pas une réduction, ce sont des investissements sur l'avenir. C'est vraiment une question, ce n'est plus de parler de ROI, mais de RONI, Risk of Non-Investment. Si on n'investit pas maintenant et on a l'argent pour le faire, on n'aura peut-être pas l'argent, on ne sera peut-être pas aussi rentable dans 5 ans, quand on voit le prix de l'énergie, quand on voit le prix des matières premières. Faisons-le maintenant, parce qu'on a, on a toujours jamais assez, mais on a la rentabilité économique pour le faire, pour faire ces investissements. Si on ne le fait pas, on n'aura rien dans 5 ans, on ne sera plus là. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer une baisse de rentabilité, à court terme. Certes, Ah mais, oui. mais qui doit absolument mais qui être est expliquée. Nécessaire. Il faut qui du est storytelling. amortissable. Il faut oui, qui est amortissable, qui est en fait vous êtes en train d'investir. C'est comme former les gens. Oui, former et puis. C'est de l'anticipation. Quand vous payez, ouais. Mais il faut l'expliquer, hein, c'est ça. Vos enfants, vous payez leurs études, mais ils vont financer vos retraites. Donc oui, en effet, c'est un coût. La formation est un coût. Faire grandir quelqu'un, ça a un coût au début, mais on espère que cette personne sera. Donc les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est pour assurer la pérennité de l'entreprise. Je ne sais plus quel est le pourcentage des entreprises amenées à disparaître dans moins de 10 ans. Quand on voit la quantité d'entreprises qui se lancent aujourd'hui, combien seront encore là dans 10 ans? 10 ans, c'est demain, c'est rien du tout. Il faut vraiment avoir cet esprit de bâtisseur de cathédrale. On est rien à l'échelle de notre vie, mais pour moi, il faut travailler pour nos petits-enfants, même pas pour nos enfants, mais nos petits-enfants et investir maintenant. On en a la capacité, demain, quand on ne respirera plus, on n'aura même pas cette capacité économique, quoi. Je suis désolée d'être un petit peu, mais c'est maintenant. C'est pas une histoire seulement de discours, c'est une histoire aussi d'explication. Oui, il y a du récit à mettre en place. Oui, oui. Et chez vous, par exemple, comment est-ce qu'on traduit ça alors? On travaille beaucoup sur, effectivement, aider les gens à se projeter. Parce qu'en fait, les designers ont cette capacité à comprendre le monde autour d'eux et à voir comment il sera dans 5 ans, dans 10 ans. Et tout le monde n'a pas cette capacité. Vous savez, quand on visite un appartement et qu'on dit « Ah, elle se projette pas ». Bon. Tout le monde n'a pas cette capacité à se projeter. Et donc, il faut différentes manières pour présenter ce qui vient. Nous, on travaille sur plusieurs thèmes actuellement. L'ubiquité, l'inclusivité, la soutenabilité, j'aime bien le terme en français. La durabilité, oui. Voilà, la science et la générativité. Donc, on travaille sur ces thèmes-là pour montrer aux gens que c'est, pour nous, hein, les tendances globales dans lesquelles on s'inscrit et dans lesquelles il faut rentrer. Donc, on crée des scénarios qui sont complètement simulés dans la plateforme, qui sont en sorte des sortes de mini-jeux vidéo dans lesquels les gens peuvent se projeter et prendre des décisions. Il y a un vrai travail de prospective, ouais. Voilà, il y a des agences de design qui travaillent vraiment sur la prospective et le storytelling dans le prospective. Vous avez, par exemple, Rami Fischler qui a un bureau et qui, à Lille, World Design Capital en 2020, qui projetait des futurs possibles. Ça a été présenté à Nantes aussi. En ce moment, c'est à Nantes, il me semble, cette exposition. Donc, travaillons sur ces futurs possibles pour que les futurs possibles ne soient pas juste dystopiques. Quand on travaille sur de la stratégie, on est obligé de faire, enfin moi j'ai une grosse partie de prospective, hein, de dire quand on conçoit une stratégie, c'est pas pour maintenant, c'est pour qu'elle soit encore là dans 10 ans. Donc ça nécessite de se projeter là, et ça nécessite d'avoir une vision aussi d'entreprise, de se projeter. Ça fait partie du travail à faire aussi, quoi. Et je pense que là encore, on revient à l'humain, cette capacité si on entrevoit un futur possible, cette capacité de se projeter personnellement dedans et de se dire donc maintenant j'ai cette décision à faire. Moi, un exemple que je donne souvent, c'est quand vous aviez 16 ans que vous vouliez une mobilette, vous racontiez une histoire à vos parents dans lesquels ils allaient se projeter en positif, genre je vais pouvoir être libre, tu n'auras pas besoin de venir me chercher à 2h du matin chez un tel, etc. On essaie de trouver des points de vue positifs, on raconte une histoire et la personne en face se dit ah oui, pourquoi pas, tiens voilà de l'argent et tu vas t'acheter ta mobilette et on a 16 ans et on est content. Mais comment dire, aidons les gens à se projeter dans un futur positif et travailler sur des solutions. Souhaitable, plus que possible. Mon prochain thème, c'est rendre la sobriété désirable. Ah, c'est un grand thème. Si on voulait essayer d'appliquer en quelques mots, qu'est-ce que ça vous évoque le slow en 2 mots, deux
de choses concrètes que vous pourriez appliquer, vous, ici à Covivio, ensuite à Dassault Systèmes, et vous, dans la ville de Châtillon. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je prends un petit peu au dépourvu comme ça. Sur Hiro, en fait, il y a un point dont on n'a pas parlé, on en a parlé sans en parler, c'était l'attractivité de Paris aujourd'hui, oui. Et l'accélération des demandes des entreprises pour aller s'installer dans Paris plus qu'ailleurs, alors qu'il y a un mouvement un peu contraire, comme vous parliez Heidi, de vouloir partir. Châtillon est une bonne alternative aussi. En fait, historiquement, c'était au XVIIIe siècle, là où les artistes installaient ce qu'on appelait les folies, c'était des grandes maisons de campagne, pour venir s'éloigner de la frénésie parisienne et pour pouvoir créer. Tout en restant pas loin. Tout en restant assez proche. Donc c'était aussi beaucoup d'art, c'était beaucoup de gens qui chantaient, autour de tout ce qui était autour de la musique, d'opéra, etc. Nous, on a un mini-héros qui s'appelle, c'est un nom basque qui veut dire la demeure ancestrale. On aimait bien l'ancrage local. Et en fait, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive aussi à recréer, le slow, cette envie des entreprises de vouloir faire quelques kilomètres en dehors de la frénésie parisienne pour prendre le temps de créer et de profiter, parce que cet immeuble-là, qui fait à peu près 25 000 m², je vous l'ai dit, il y a 3 000 m² d'espace vert. On a travaillé sur plusieurs espaces de conférences, de réunions, de salles de réunion très diversifiées pour pouvoir vraiment répondre à plein de besoins créatifs, justement. Donc d'aider les entreprises et avec la ville. On a parlé d'écosystème, à recréer peut-être un écosystème qui doit être créatif ou peut-être avec une catégorie d'entreprises qui aurait du sens à venir ici, parce qu'on est sur le sens. Voilà ce que ça fait. Et peut-être dans une densité moins élevée, avec moins de mono-industrie, l'exemple qu'on évoque aussitôt, c'est celui de la Défense, avec une énorme concentration de services, un empilement d'entreprises et finalement assez peu d'aménités, assez peu de services autour. Les salariés sont là pour venir bosser et puis repartir. Je les opposerai pas. Je dirais que chacun doit avoir justement trouvé son sens et être juste dans son territoire. Donc la Défense doit attirer certainement un certain type d'entreprise avec des services et effectivement après la dalle elle est escalée. Il y a quand même beaucoup de développement de commerce et beaucoup d'efforts sur tout ce qui est artistique aussi. Et puis Châtillon doit être une réponse à un autre écosystème. Je pense qu'il y a de la place largement pour tout un tas de secteurs. Et de développer ça, on sait que dans le sud de Paris, il y a une couleur très autour du médical. Il y a beaucoup de startups autour du médical qui commencent à s'installer là. Alors peut-être qu'on peut tirer le fil ici. Je sais que nos entreprises qui sont locataires ici sont très intéressées aussi pour développer des partenariats. On en a parlé tout à l'heure du fait qu'elles ne se parlaient pas, mais qu'elles avaient forcément, les hommes, eux, avaient envie de se rencontrer. Donc voilà ce que ça m'évoque, c'est développer davantage cet écosystème, mais donner du sens à être ici à Châtillon, avec les entreprises et voilà, ce sera un message pour la mairie. Fanny Cabane, qu'est-ce que ça vous évoque là aussi en 2 mots? Vous avez largement expliqué comment vous voyez les choses. En fait, je pense à la métaphore qui est expliquée dans le livre par notre vice-présidente, Anne Asensio, vice-présidente du Design Experience, et où elle parle en fait, elle fait de la moto, elle fait de l'équitation, etc. Et elle parle de cette métaphore du freinage, que freiner, c'est important. Et que quand on est à cheval très rapide ou quand on est sur sa moto et que ça va vite, en fait, on anticipe beaucoup ce qui va se passer ensuite et comment freiner pour pouvoir négocier son virage, etc. Et donc, en fait, on est vraiment dans cette métaphore de dire les humains vont toujours vouloir produire ça et on est fait comme ça. Donc, la question, c'est produisons différemment, produisons quelque chose qui ne détruit pas l'arbre sur lequel on est, enfin la branche sur laquelle on est, et réfléchissons à notre trajectoire. Et c'est peut-être, ça rejoint vraiment une approche de design qui est de reformuler la question et questionner la question jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on est vraiment en train de faire ce qui est désirable. Et pour Châtillon, alors concrètement, dans un mandat local, il y a toujours une tension entre effectivement la fin du mandat et l'humilité de savoir qu'en fait on travaille nécessairement sur le temps long pour un plan d'urbanisme, pour un plan de déplacement qui va travailler à 50 ans, 30, 40, 50 ans. Donc il y a fatalement en fait à l'esprit cette nécessité de penser le temps long, je ne sais pas, mais cet équilibre.
Peut-être bien, mais on verra. Mais ce qui est important, c'est de gérer effectivement cette nécessité-là et de penser long terme. Donc des équipements durables, un écosystème d'entreprise qui fonctionne et des salariés qui sont heureux de venir sur la ville. Donc travailler sur des projets de végétalisation importants, travailler sur un espace public qui soit agréable à vivre. Donc gérer tous ces micro-interactions avec les espaces et les projets de plus long terme d'urbanisme, de structuration de l'espace que j'évoquais au tout début. Donc voilà, cette tension permanente, mais qui est absolument indispensable. Eddy, je vous laisse la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ces engagements, de ces souhaits? Je dirais que c'est très pragmatique, c'est du bon sens, sens et bon sens. C'est un esprit paysan quand même, c'est de l'anticipation, mais c'est normal. On plante, on sème, on doit semer maintenant si on veut récolter quelque chose. Faut le faire maintenant en fait. On a le GIEC, c'est le dernier rapport, c'était hier. Les solutions sont là, on les a toutes, la connaissance sont là. Il y a des expertises, il faut faire venir ces expertises, vous parliez d'anthropologie, il faut faire venir ces expertises au sein de l'entreprise, au sein des collectivités. On est prêt là, et puis donc il faut le faire. Voilà, appelez ça le slow, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il y a un virage, il faut freiner pour bien appréhender ce virage et puis accélérer dans le virage. Le slow, il faut le faire très vite. Passer au slow. Céline Leonardi, merci de nous avoir accueillis dans ce bel endroit. D'ailleurs, je vous invite tous à venir le visiter parce que c'est lumineux, c'est bien situé. Fanny Cabane, merci d'être venue. Vous aussi, Vincent Vaudour, et Eddy Vincent, merci d'être venu nous présenter votre livre. Et donc, je vous invite à venir visiter ce lieu qui est un Hiro à Châtillon et constater par vous-même les services qui sont disponibles ici et qui sont respectueux de l'environnement, de l'humain avant tout. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Au revoir. Et osons le slow dans l'entreprise. Merci beaucoup. Alors un petit chin-chin.